suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Chloé, je suis la dirigeante du média Good Moods. Aujourd'hui, on va parler de goût. Pourquoi? Parce que le goût, ça raconte quelque chose de nous. On l'hérite de nos parents, on le peaufine, on le refuse, on s'en forge de nouveau, on s'en détache. Et alors, on va se demander qu'est-ce que c'est que le goût aujourd'hui? Est-ce que c'est un héritage social et culturel, une construction personnelle ou une réponse aux tendances? En tout cas, ce qui est sûr et ce qu'on va voir avec mes invités, c'est que le goût ne se limite pas à une question esthétique. Il est intime et politique, culturel et profondément ancré dans l'histoire. Donc on a environ 45 minutes pour essayer de voir comment les créatifs, architectes, designers façonnent leur goût et pourquoi il devient essentiel de revendiquer ce goût. Et pour ça, on va prendre un peu de hauteur en réfléchissant aux enjeux sociaux et créatifs derrière cette quête d'une signature exclusive. Donc c'est un sujet complexe, surtout pour un dimanche en sortie de table. Sujet complexe parce qu'il convoque la construction de soi et la notion de transmission, mais également une dimension sociale et culturelle. Donc pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un psychopathe du mobilier et des arts décoratifs du XXe, monsieur, une architecte renommée, une journaliste et une productrice passionnée. Donc je vais vous les présenter très rapidement en quelques mots pour que vous ayez un peu leur background. Gilbert Kahn, enfant, tu lisais les revues Domus. Adolescent, tu chines avec des amis marchands de tes parents. Adulte, tu inventes ton métier, chasseur de mobilier. Oui, c'est exactement ça. Moi, je fais du conseil en mobilier d'art décoratif, donc le beau fait partie de mon univers de tous les jours et j'aimerais que tous les gens s'intéressent au mobilier des arts décoratifs. On penserait à autre chose et on ferait autre chose et peut-être pas de guerre. Bon, enfin bref. Géraldine, quant à toi, tu débutes ta carrière Bonjour. chez les Inrocks. En 2016, tu te diriges vers la radio, où tu animes et produis l'émission Dans le genre sur Radio Nova. En 2020, tu lances le Goût de M, que vous devez sûrement tous connaître, le podcast du M, le magazine du Monde. Depuis, tu l'animes chaque semaine. Donc pour ce podcast, tu interroges le goût des gens, mais pas n'importe quel gens. Charlotte Gainsbourg, Agnès Jaoui, Camille Cotin. Tu leur demandes comment ils ont constitué leur goût, en continuité, en rupture avec leur milieu d'origine, comment il a évolué au goût de leur vie, de leurs rencontres, de leurs expériences et du goût de l'époque aussi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On essaye de. C'est des histoires personnelles du goût. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi de le faire quand le M m'a demandé de travailler sur cette question du goût. Et du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de le positionner de cette façon-là, à la fois intime, à la fois sociale, à la fois culturelle, et puis d'interroger un peu tous les champs de la création. Donc, effectivement, design, architecture, food, cinéma, littérature. Voilà, d'essayer de faire un petit peu un tour comme ça des histoires de goût qui traversent notre pays. Génial. Et meilleur pour la fin, Marine. Marine Bonnefoy, tu es architecte de formation. Tu dis fonctionner à l'intuition. Ton rapport à l'espace n'est pas seulement intellectuel, mais aussi très émotionnel. Tu prônes l'importance de l'atmosphère et du bien vivre, avec une approche de plus en plus décomplexée de la décoration. Dans tes intérieurs, tu mélanges nouveautés et pièces vintage pour créer une atmosphère vraiment à part. Oui, c'est ça, quelque chose de beaucoup plus authentique et intemporel. Et surtout, tout mon travail d'architecte consiste à modeler les intérieurs, l'habitacle, à partir des gestes simples du quotidien. C'est pour ça que je parle beaucoup d'intuition, d'émotionnel, car je ne suis pas du tout dans le concept ou les choses formelles, mais dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel et sensible, intuitif. Génial. On va y revenir. Et pour plonger dans le sujet, on va démarrer avec le goût comme héritage familial. Géraldine, je me tourne vers toi. Chaque semaine, tu demandes à tes invités quel est le goût de votre enfance, celui dans lequel vous avez grandi. Pourquoi cette question ? En fait, je reviens encore un tout petit peu en arrière, effectivement, de quand on a créé ce podcast. Ce que je disais juste avant, le M, Marie-Pierre Lalonde me demande de réfléchir à cette idée de goût. Et donc, il fallait que je trouve quelque chose qui m'intéressait à moi aussi. Et cette question, finalement, elle synthétise un peu l'approche qui va être celle du podcast, qui est de dire le goût, c'est à la fois un déterminisme, à la fois c'est une transmission ou pas, une rupture ou une transmission, et en même temps, c'est un discours, en fait. Et c'est aussi quelque chose d'intime. Donc en fait, cette question, elle synthétise un peu tout ça. C'est-à-dire, il y a la dimension du souvenir, la dimension de l'intimité de l'enfance, et il y a ce que vous allez m'en dire. Voilà, donc c'est un peu pour... c'était un début. Génial. Et donc Gilbert et Marine, qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Est-ce que vous, il y a des moments de votre enfance qui ont façonné votre goût ?
Oui, moi je dirais forcément le fait qu'on ait toujours vécu dans des maisons que mon père retapait. Toutes les maisons dans lesquelles on habitait, il les rénovait, mais de la toiture au sol, du plafond, c'était incroyable. Et c'est de l'avoir vu toutes ces années rénover des maisons, l'aider aussi également. Et les week-ends passés dans les brocantes, chez les antiquaires avec mes parents. Surtout ma mère qui a cumulé un nombre dingue de bibelots, d'objets avec lesquels elle faisait des compositions dans toutes les pièces de vie de la maison. Et puis je pense aussi les lieux de vacances où pendant 20 ans on a été en Camargue, toute la culture gitane autour de la Camargue, les manades, Arles. On parlait avec Gilbert de Christian Lacroix, mais toutes ces choses, je pense que ça marque dans le sens où les lieux de vacances marquent d'autant plus l'imaginaire qui sont reliés à une notion de plaisir et de beauté, de légèreté. Et je relie souvent le goût à cette notion de plaisir, justement. Merci, hyper intéressant. Et toi, Moi, Gilbert ? je vais faire court, je vais dire exactement comme Marine. Donc voilà. Non, la seule chose, c'est que moi, j'ai été bercé depuis tout petit et j'ai eu la chance voilà, de rencontrer beaucoup de marchands de mobilier d'art décoratif. Et ces marchands-là, moi, m'ont appris, parce que le goût, c'est quand même... c'est très subjectif, c'est compliqué à définir exactement, mais à partir du moment où vous êtes baigné dans une éducation à travers les grands manifestes, et ça permet de travailler son œil, de travailler la façon de voir les choses, de percevoir. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant de passer d'un style troubadour à un design de Zekeli, par exemple, et tout ça dans un univers enfant. Et donc moi, j'ai eu la chance de percevoir tout ça très rapidement, et ce qui a fait que ça a travaillé mon œil. Alors je ne sais pas si j'ai un bon goût, mais en tout cas, j'ai une vision, et je pense que le goût se travaille. Voilà. Ok. Donc un héritage familial quand même hyper intéressant de vos côtés. Et cet héritage familial, on le ressent aujourd'hui, ça reste quelque chose de palpable, surtout quand on voit le nombre de personnes qui aujourd'hui vont chiner des pièces de leur enfance. Et peut-être que ce goût pour la nostalgie, mêlé à une espèce de recherche d'authenticité, explique en partie l'engouement actuel pour la seconde main, qui est au cœur de ton métier, Gilbert, et du tien aussi, Marine. Pourquoi, selon vous trois, cette passion pour les objets du passé, ce goût du vintage, revient aujourd'hui ? Moi, je pense que tout simplement, déjà, il y a le revival a toujours existé. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que les gens n'aimaient pas dans Philippe Starck qu'ils l'aiment aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses aussi qui font que, tout simplement, notre enfance, si elle a été baignée dans un univers, en tout cas, de belles choses, remonte à un moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu fait le tour de la question. Il y a eu beaucoup de manifestes, parce que malheureusement, ces manifestes sont nés après Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas faire un cours sur les arts décoratifs, mais voilà. Et aujourd'hui, bon, voilà, on a la chance de vivre dans un pays en paix, et où voilà, on tourne un petit peu en rond. Et c'est vrai que le mobilier aujourd'hui à des cycles, et aujourd'hui on est dans un cycle très 80, voire même 90, et donc ça remonte par rapport aux générations et par rapport aux gens qui ont 30 ans aujourd'hui et qui s'intéressent aux belles choses, et qui d'un seul coup se disent « Ah, ça fait partie de mon univers d'enfant, en tout cas je l'ai vu, pas obligatoirement chez moi, mais chez les autres », et c'est comme une sorte de Madeleine de Proust. Voilà. C'est une très bonne étude, je trouve. Moi, je pense que, à mon échelle en tout cas, et l'usage que j'en fais, c'est que c'est des objets empreints d'histoire, empreints d'un récit. Et je m'en sers énormément dans mes intérieurs pour raconter justement des récits, des histoires qui peuvent calquer à la sensibilité et à l'histoire de mon client. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis mêler à des pièces contemporaines, les objets vintage aident à brouiller un peu les pistes d'une époque, en racontant une autre histoire justement beaucoup plus personnelle et authentique, et ça aide à une certaine aussi intemporalité dans un intérieur. Oui, puis je pense que ça correspond aussi, il y a un désir, pas partagé par tout le monde, mais partagé par une grande partie des gens de consommer moins, de durabilité, de singulariser aussi. C'est un des grands axiomes du goût, c'est à la fois singulariser et appartenir, et le vintage, ça permet ça aussi. C'est-à-dire, je vais chercher des récits qui diffèrent un petit peu d'un mobilier, et puis même de biens culturels de manière générale, qui s'homogénéisent de plus en plus, et d'Instagram et des réseaux sociaux, et donc de
visuels qui sont de plus en plus répétés. Donc aller chercher, ou avoir l'illusion qu'on va chercher un peu de singularité, c'est aussi, c'est un chemin de traverse, et c'est aussi peut-être l'idée qu'il y a des pièces du passé qui ont des réponses à nous apporter sur un avenir qui est assez incertain. Donc je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui se croisent dans... Oui, ça rassure. Et il y a beaucoup de gens qui, moi je vois dans les demandes que j'ai, souvent, ils arrivent avec un catalogue tout fait, et ce catalogue, en fin de compte, ça les rassure par rapport à leur intérieur. Voilà. Et aujourd'hui, l'intérieur est quand même de plus en plus important, et on l'a vu, le confinement, le Covid a fait que les gens se sont recentrés un petit peu plus sur l'intérieur, alors qu'avant, ils se recentraient plutôt sur l'extérieur et leur dress code. Aujourd'hui, c'est le mobilier qui les rassure. Voilà. Mais ça rebondit très bien avec la question que tu poses à tous tes invités, justement. Tu leur demandes, Géraldine, Monsieur X, nous sommes chez vous, est-ce que cet endroit vous ressemble ? Oui, ça c'était parce que c'était pareil, c'est un point de départ, c'est-à-dire qu'on va chez la personne. L'idée aussi c'était de casser un peu le discours de la promo en fait, donc de décaler un peu la façon dont les gens allaient parler d'eux et se raconter. Et donc c'est un portrait aussi d'une certaine façon. Et la maison c'est un théâtre aussi. Donc à la fois ça donne, c'est plein de signes qui sont organisés comme ça. Donc ça va donner tout de suite une impression très sensible à la personne qui arrive. Moi en l'occurrence sur la personne que vient interviewé, ça me donne une impression, et cette impression, elle peut être confirmée ou en total décalage avec ce que la personne va m'en dire. Donc ça fait déjà un angle qui est intéressant. Donc, parce que je leur demande, est-ce que ça vous ressemble ? Et des fois, il y a des réponses qui sont super drôles, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah oui, c'est grand, c'est spacieux, c'est beau, et donc c'est drôle. Ou alors, ah non, pas du tout, et c'est souvent très en décalé par rapport à ce que je vois. Donc c'est marrant. Moi, j'ai un exemple comme ça. J'ai une cliente plutôt qui est assez connue, qui est venue un jour vers moi et qui m'a dit voilà, j'aimerais ça. Et en fin de compte, c'était des coupures de presse, d'AD, voilà. Et à la fin, alors c'est pour ça que je dis que moi, de temps en temps, je suis un peu un psy, mais de bistrot, mais en tout cas sur les arts décoratifs. Et plus je discutais avec elle, et moins elle aimait ce qu'elle me montrait, et elle aimait le rotin. C'est pas grave. Donc je lui dis, on va aller chercher du Haut-Douminer, on va aller à l'école de Jouan. Et voilà. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens, quand ils font un dîner chez eux, quand ils reçoivent les gens, ils partagent ça, et plus qu'avant maintenant, et ils en parlent. Et ils sont très contents, ils sont presque fiers de raconter l'histoire de cette pièce, d'avoir été la chiner, d'avoir été la chercher, et cette singularité qu'ils ont chez eux, elle est propre à eux. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se mentent un peu moins par rapport à ce qu'ils ont chez eux. Moins de mensonges, tant mieux. Mais toi aussi, Marine, tu as un peu ce rôle d'accompagner tes clients pour qu'ils trouvent leur propre goût, comme le fait Gilbert en les formant à la Chine. Est-ce que tu vois ça un peu comme une formation ou pas ? C'est un peu prétentieux. En plus, je crois que ce n'est pas ma vocation première de les aider à définir leur goût. Moi, ma vocation première en tant qu'architecte, en tout cas mes convictions, c'est de leur faire un intérieur dans lequel ils soient bien, dans lequel ils vivent bien, et suffisamment bien justement pour qu'ils puissent se l'approprier. Je suis vachement intéressée par ce sujet de l'appropriation, et le fait qu'ils puissent s'approprier, pas dormir dans les draps de l'architecte en tout cas, qu'ils puissent s'approprier leur intérieur, ça leur permet après petit à petit de définir et d'évoluer sur leur goût. Je trouve ça hyper intéressant. Donc je travaille en laissant des espèces de prémices où je travaille énormément l'aménagement intérieur par rapport aux gestes justement du quotidien. Et ensuite, des associations, je propose des associations d'objets, de matériaux qui donnent des récits sur toute la journée de ce qu'on peut vivre dans cet appart et selon les pièces dans lesquelles on se trouve. Et ensuite, c'est à eux de venir compléter et de venir s'approprier et investir ces lieux-là. Donc, c'est sûr que, comme Gilbert, j'ai eu plein d'exemples de clients qui arrivent avec des pages Pinterest à revendre. Oh, je fuis ça. Et je leur dis, écoutez, vous ne me montrez rien du tout, je ne veux rien voir. Vous me laissez rentrer dans le lieu que vous avez choisi d'investir, parce que c'est déjà un indicateur, ça. Et selon les intuitions que j'ai dans ce lieu, je commencerai à concevoir l'espace pour le valoriser en fonction de la lumière, des déplacements, des perspectives qu'on peut créer. Et ensuite, si vous voulez, on reviendra à comment on valorise ce lieu en fonction de votre histoire, de ce que vous aimez. Il y a quand même mais après, de toute façon, je peux vraiment rien concevoir si j'ai pas un client en face. Ça, c'est vraiment ma façon de travailler. Je m'inspire énormément de mes clients. C'est toujours une collaboration. Et quand tu parles de clients, justement, est-ce que vous ressentez parfois chez vos clients une espèce de quête de validation sociale en se disant, si j'ai le bon canapé, le bon décor, je vais cocher les cases de la maison Instagrammable ?
Ça, c'est une réalité pour vous aujourd'hui ou pas? Oui, bien sûr. Moi j'ai des clients qui viennent, qui veulent donner une valorisation tout de suite à l'objet. Alors, moi, le client qui vient et qui me dit, moi, je veux savoir si ça, demain, ça vaudra tant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il sera bien avec cet objet-là et c'est pas spéculatif. On est loin de la spéculation, en tout cas sur le mobilier. Même si aujourd'hui, de temps en temps, et grâce aussi aux maisons de vente, on voit des chiffres et on ne connaît pas l'histoire du mobilier. Toi, Géraldine, tu vois le goût comme une validation sociale? Ben oui, c'est pas, depuis Bourdieu, on sait que c'est vrai, que ça fait partie en tout cas de ce qu'est le goût et de comment il se construit, surtout avec des processus d'exclusion et d'inclusion. Et donc en fait, il y a cette phrase célèbre, hein, le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Et le film d'Agnès Jaoui le raconte très bien, si vous avez la flemme de lire la distinction. Et en fait, on sait très bien qu'il y a ça, qu'en fait, en produisant ce type de mobilier où je produis, je m'affilie, j'appartiens à telle classe et donc je n'appartiens pas à telle autre, ou j'aime ça parce que je déteste ça. Ça fait partie de nos goûts. On peut pas. Alors on peut en avoir conscience. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas continuer à prendre du plaisir, à faire ce qu'on a envie de faire. Mais il faut avoir conscience de ça et relativiser aussi peut-être nos jugements de goût en ayant ça en tête. Voilà. Donc, tu parlais de marqueur social, Gilbert, tu parles de prix, mais parfois la pièce de bon goût, c'est pas la plus chère non plus. Exactement. Moi, j'ai eu la chance ça fait plusieurs années que je travaille sur ce métier-là. Et j'ai eu la chance, moi, de faire des beaux décors à Paris ou pour des clients. Et on a chiné des pièces à l'époque qui étaient utiles, qui étaient fonctionnelles et qui étaient belles et qui répondaient à l'exigence du client. Alors après, c'est sûr que quand cette pièce-là, on l'a achetée 2 000 € et que 15 ans plus tard, elle en vaut 150 000, Merci Gilbert. Voilà. Merci Gilbert. Voilà. Ce ne sera pas le mot de la fin, mais peut-être. On arrive sur une autre question que vous avez commencé un peu à aborder, et je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus, Marine. C'est la standardisation. En fait, Instagram est devenu une référence pour tout le monde. Avant, il y a des pièces de designers qui étaient réservées un peu à des experts comme toi, Gilbert. Tout le monde les connaît un peu mieux maintenant, mais le revers de la médaille, c'est qu'on se retrouve à avoir des appartements en catalogue, copier-coller, avec le même canapé, la même table basse. Est-ce que vous sentez cette espèce de saturation et un dégoût qui arrive aussi post-Instagram? Et est-ce que, Marine, tu dirais que toi, tu as l'impression que les réseaux sociaux ont un peu tué la singularité du goût de tes clients? Oui, je parlerai moins en termes d'objets, mais je vais rester dans mon domaine en termes d'architecture et de décoration. C'est vrai que vous ouvrez Pinterest, vous fermez les yeux, vous voyez du bois panoté sur les murs foncé, vernis brillant, des petites bouboules plaquées sur tout le mobilier, notamment sur des chaises tripodes, et des vagues et des bouclettes partout. Donc oui, je trouve ça assez triste. Après, je pense qu'il y a deux types d'architecture. Il y a ceux qui se rassurent en reproduisant ce que plébiscite la presse et met en avant la presse et les réseaux sociaux, en décortiquant le catalogue des arts décoratifs sur une centaine d'années et puis en retravaillant, en remodelant les objets et les décors qui s'y trouvent. Et ensuite, moi, je me suis beaucoup... Alors peut-être que c'est mon expérience en tant qu'architecte constructeur pur qui m'a induit là-dedans, et les études que j'ai pu faire, j'étais à Lyon, donc j'avais beaucoup de professeurs suisses. En tout cas, je me suis beaucoup plongée sur la phénoménologie et sur le fait que créer un intérieur, c'était justement pas plaquer et retravailler ce qui avait forcément existé, mais c'était vraiment s'attacher à l'humain et à sa façon de vivre dans les habitacles, donner un sens en tout cas à ces intérieurs par le fait de l'usage du pratique et du confort, ce que tu disais un peu, Gilbert, sur certaines pièces de mobilier. Et du coup, le fait de travailler sur ses intuitions, sur toute la vie, l'histoire d'un client, aide à dévier un peu de ces phénomènes de mode et ces tics qui se répètent énormément. Et on arrive à quelque chose du coup de beaucoup plus personnel, racé, peut-être un peu moins vu. Et du coup, on t'en limite à aller chercher une architecture un peu vernaculaire, qui n'est pas faite ni par un architecte, ni par un designer. Ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Toi, Gilbert, tu vois aussi une manière de contourner un peu cette saturation visuelle? Oui, parce que
Aujourd'hui, on n'est plus sur un total look et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est dans une société où on peut mixer, on peut avoir un buste d'art antique, voilà, parce qu'on aime ça, et à côté d'avoir une pièce un peu dingue de Cerruti ou de voilà, qui est très 80, ce qui fait qu'on n'est plus dans le total look qu'on avait un peu dans les années 60, 70. Dans les années 80 aussi, où les gens faisaient tout faire appel par soit un décorateur et qui faisait un total look qui était assez froid, mais qui correspondait à la demande à l'époque. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive dans des intérieurs qui sont hyper intéressants, parce que voilà, on peut avoir une très belle pièce, et on construit autour de cette pièce-là, et cette pièce-là, on va retrouver tout ce qui remonte de l'enfance de chacun, et puis après, derrière, de ce qu'ils ont envie et de la fonctionnalité, parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'avant tout, on parle de mobilier d'art décoratif ou de beau, mais on parle aussi de fonctionnalité. Ouais. Et il n'y a rien de plus triste que d'être dans un... Moi, j'ai visité des appartements, j'ai fait des fêtes dans des appartements où fonctionnellement, ça ne marchait pas, ça ne fonctionne pas, et c'est catastrophique. Voilà, donc ok, c'est super, on a une très belle pièce, on a une masterpiece, mais on se sent pas bien. Mais on se sent pas bien, et puis on n'est pas bien assis, quoi. Oui, ça compte quand même. Et donc le fait que ça fonctionne pour toi, tu t'en parlais tout à l'heure, c'est les mélanges, c'est l'art de mélanger, de mixer, d'aller mettre un designer inconnu avec une pièce signée, des époques différentes. Ben, moi, j'aime bien provoquer, j'aime bien chercher un peu, parce que sinon, toutes mes recommandations seraient semblables. J'ai l'avantage, moi, d'être un psychopathe de mobilier d'art décoratif, mais 20e. Donc, on va des décorateurs jusqu'à nos contemporains d'aujourd'hui, en passant par plein de manifestes. Et l'avantage, c'est de pouvoir cerner très rapidement chez le client une petite faille. Et dans cette petite faille, ce qui est intéressant, c'est de gratter un peu avec lui et de l'amener. Et moi, ce que j'aime bien, c'est amener souvent les clients avec moi sur un terrain qui n'est pas le leur. Donc, je les amène au Puce ou je les amène rue de Lille, ou voilà. Et je les laisse tout simplement... Je regarde l'intérêt, je regarde leur œil. Et quand on parle du goût, parce que c'est quand même le sujet, je regarde vers où ils vont. Et c'est très intéressant. Et après, derrière, moi, ça me permet de pouvoir développer avec eux, tout simplement, cette sensibilité-là et le mobilier qui leur correspond. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Oui, parce que là tu parles de faille, ça me fait penser, voilà, c'est la notion de, presque la notion de faute de goût aussi qui serait pas loin. C'est-à-dire aussi, on peut se dire qu'un intérieur, il est aussi intéressant peut-être quand il y en a des fautes de goût, c'est-à-dire quand il y a de la singularité aussi, parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un intérieur où tout est signé, où on reconnaît tout de suite. Enfin, c'est intéressant si ça ressemble à la personne chez qui on est, quoi. Enfin, sinon c'est chiant. Enfin, moi je trouve, vraiment, c'est voilà. Donc. Et tu as en tête un invité où vraiment tu voyais des aspérités, des grands écarts, quelque chose de pas trop figé ? C'est difficile. Moi, j'interviewe des gens qui sont des pros dans leur domaine. Déjà, des designers, des architectes. Ils ont des intérieurs très intéressants parce qu'il y a un niveau de complexité, d'assemblage. Ben oui, donc là, moi, j'ai pas de... Et après, il y a des particuliers, mais je ne vais pas dire, ah ben lui, ouais. Gilbert voulait des noms, il n'en aura pas. Tant pis. Non, mais moi, j'ai le cas concret. Réellement, juste après Covid, comme toutes les réunions se passaient sur Zoom, ou voilà, les gens, d'un seul coup, étaient chez eux. Et c'était hyper intéressant. Moi, j'avais des patrons, voir des patrons du CAC 40, voilà, et d'un seul coup, leur intérieur était vraiment, quand la laideur est supérieure à la beauté, c'est qu'elle dure. Donc, c'était vraiment... Et donc, ils floutaient. Non, mais ils floutaient. Et ce qui était drôle, c'est que leur vie, ils l'ont passé tout le temps à l'extérieur. Et c'est-à-dire qu'ils étaient en lieu de représentation. Et d'un seul coup, chez eux, est devenu un lieu de convivialité, d'échange aussi. Et ils ont fait appel à nous, moi en tout cas sur la partie mobilier et puis les architectes d'intérieur, pour essayer d'avoir quelque chose qui correspond, qui correspond à leur univers. Et ça, c'est super intéressant. C'est que ça, vraiment, on a basculé là, juste après le Covid. Et ce qui fait que j'ai eu énormément de demandes parce que d'un seul coup, Zoom est rentré chez eux. Et voilà. C'est intéressant, ça. Valérie Damido en oubliait le calpinage. Et voilà, c'était très intéressant. Et ça, justement, comment tu les aides ? Tu disais, je les amène au Puce, mais concrètement, est-ce que tu as un travail pédagogique à faire pour qu'ils aiguisent leur goût, pour que c'est une histoire d'éducation, oui, tout à fait. Il faut éduquer ses clients, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis plutôt dans l'art de la transmission. J'adore ça. J'adore transmettre, j'adore partager.
la chance d'avoir cette culture-là. Et voilà, bon, je ne vais pas vous parler cuisine, mais en tout cas d'art décoratif, je peux. Et donc le truc, c'est que je transmets énormément. Et moi, ce qui m'a fait très plaisir dernièrement, bon, j'ai une cliente que ça dure depuis des années, et voilà, et on travaille de façon transversale sur ces différents schémas. Et ce qui est bien, c'est que la dernière fois, j'étais à un dîner chez elle. Et d'un seul coup, elle avait complètement intégré, et c'était génial. C'est que moi, je me suis effacé. C'est que le discours qu'on a construit ensemble, et en tout cas toute la partie immobilier, elle l'a complètement intégré dans son discours, et elle le partageait avec les convives qui étaient autour de la table. Et c'était pour moi la plus belle satisfaction. Voilà, c'est là où je me suis rendu compte que voilà, j'avais fait mon métier, quoi. Et toi, Marine, tu arrives aussi à faire raconter après des histoires à tes clients sur les décors que tu as imaginés pour eux? Oui, c'est quelque chose. C'est là d'ailleurs que tu vois ils se sont appropriés leur lieu. C'est quand ils savent le raconter à leurs convives quand ils reçoivent, parce que c'est vraiment ça. Quand ils sont très fiers après de recevoir du monde chez eux et de raconter l'histoire de chaque pièce, de pourquoi on l'a jumelée à telle ou telle autre pièce qu'ils avaient ou pas déjà en leur possession. Et oui, puis après, il y a toute une histoire, des récits qui se racontent. Moi, j'adore ça. Vous voyez, par exemple, sur cette image, c'est une espèce de jardin d'hiver où la cliente joue des récitals de piano. En plus, c'est quelqu'un de très fantasque et hyper théâtral, une Anglaise qui est scénariste, qui a vécu avec quelqu'un du Koweït. Donc, elle a vécu aussi dans tout le Moyen-Orient. Donc, elle a développé une culture hyper exubérante qui est très intéressante. Donc, elle a vraiment l'art de recevoir. Et là, je suis revenue il y a 2-3 mois chez elle. Donc, sur le mur en face, elle avait mis une espèce de croûte complètement kitsch de Piero Gilardi, de fruits en polyuréthane peint mis sous une cloche en plexi C'est pas moi, hein. Sur le mur. Chacun ses goûts. Et puis en dessous, une chaise des frères Campana verte avec le dossier un peu broussailleux, comme si c'était de l'herbe. Et elle me dit, mais regarde, c'est génial, j'assois quelqu'un là et puis je joue du piano, on est dans un jardin. Il y avait quelque chose d'hyper poétique, alors que cette même pièce, vous la mettez dans un loft blanc des années 90, bon, on s'ennuie, quoi, on s'emmerde un peu. Vous rajoutez dessous une commode d'art populaire ou une console Louis XV, tout de suite, on raconte autre chose, et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, encore et encore une fois, tous ces mélanges, cette Chine, s'arrêter sur des objets auxquels on n'aurait pas forcément pensé, se laisser surprendre par ces objets, arrêter le regard dessus et se demander pourquoi on arrête notre regard dessus, et ensuite en faire quelque chose avec des mélanges, c'est hyper chouette pour raconter tous ces récits. Donc un goût du mélange, de la surprise. Et est-ce que c'est pas contradictoire un peu avec un goût de l'époque? Est-ce que vous sentez, vous, une espèce d'uniformisation, un carcan de l'époque sur le goût? Moi, non, je pense pas. Au contraire, c'est ça qui est intéressant. Et puis, grâce aux réseaux sociaux et aujourd'hui, par rapport à voilà à la façon, tout est médiatisé, pas médiatisé, mais de façon transversale, on peut voir quand même beaucoup d'images entre Pinterest, les magazines qui existent encore quand même, et puis tous les réseaux sociaux. L'avantage, c'est que les gens, au contraire, ont accès à beaucoup plus de choses qu'avant. Et c'est aussi, et c'est pas réservé à l'élite, entre guillemets, à un niveau intellectuel, voilà. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est très transversal par rapport au CSP. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir des clients qui sont jeunes, qui ont 30 ans, qui n'ont pas obligatoirement, et on peut faire appel à moi sans avoir énormément de moyens, hein, voilà. C'est juste qu'ils sont hyper intéressés, hyper curieux par rapport à ça. Et donc, ils commencent à travailler leur œil très tôt, et c'est hyper intéressant. Après, oui, il y a quand même, enfin, il y a une démocratisation, mais il y a une saturation beaucoup plus, avec les réseaux sociaux et tout ça, des objets beaucoup plus rapidement. On va aller à l'écœurement de certains objets. On l'a vu, tout d'un coup, on adorait ce truc, et puis ça monte le désir, et puis hop, il y a. Donc, tu parles de la table de couche. J'en peux plus. Oui, ouais. Mais moi, je suis moins experte que vous en mobilier, mais c'est la Stan Smith, quoi. C'est ça. Donc, et ça, on le voit dans plein de choses, et donc il y a beaucoup d'intérieurs qui, tout d'un coup, enfin, il y a une obsolescence plus grande, quoi. Donc, moi, je pense que on n'est pas dans une, enfin, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'originalité, de singularité et tout ça, mais il faut peut-être décaler aussi un peu son regard, il faut peut-être ne pas prendre que les réseaux sociaux ou Instagram comme source de recherche, de référence, il y en a plein d'autres, et puis ça, aller chercher un peu ailleurs, quoi, se décaler. Ouais. Il faut toujours détourner son regard, aller voir vraiment ailleurs, ça c'est hyper intéressant, et surtout se rechallenger sur des objets. Moi, parfois je passe des heures sur Le Bon Coin, j'écris juste chaise.
Je mets aucun nom de designer, je mets rien. Oui. Et je regarde pendant des heures. Et je me surprends à m'arrêter sur des chaises qui ne sont pas forcément signées, ou peut-être qu'elles le sont, mais je ne le sais pas. Mais en tout cas, voilà, je me fais souvent cet exercice pour essayer de trouver des choses que je n'ai pas forcément vues, qui m'interpellent, et que je commence à apprécier au fur et à mesure. C'est-à-dire que je trouve paradoxalement, ce truc de réseaux sociaux, de l'époque dans laquelle on vit, oblige finalement, mais dans presque tous les secteurs, je trouve professionnels, là, on ne peut pas en rester uniquement à ce qu'on sait faire, parce que sinon, c'est tout de suite dupliqué, en fait. Et donc, en fait, il faut toujours se décaler. Il y a une obligation, je trouve, donc du coup, c'est un exercice constant. Se surprendre et chercher autre chose. Et toi, donc cet entraînement, le scroll sur Le Bon Coin, mais ça passe aussi à voir 1000 choses au cinéma, musée. Est-ce que tu arrives à savoir ce qui nourrit ton goût ? Bien sûr, c'est Renzo Piano qui disait ça il n'y a pas longtemps sur France Inter. Toutes les rencontres. C'était passionnant et il a tellement raison. On est fait de tout ce qu'on voit, de tous nos amis, de tous les gens qu'on rencontre. Et inconsciemment, on retient certaines choses et ça ressort après un moment avec justement toujours la confrontation avec une personne qu'on a en face. Encore une fois, je pense qu'un bon intérieur, c'est quand on a quelqu'un en face. Je pense toujours à Patrick Bouchin qui raconte ça, un architecte constructeur que j'aime beaucoup. Qui parle, lui, au niveau des constructeurs, des promoteurs immobiliers qui font notamment des logements sociaux, des immeubles d'appartements de logement. Et le cahier des charges des promoteurs, c'est de dire « il faut quelque chose d'assez simple et sobre qui corresponde à tout le monde ». Mais en fait, tout le monde, c'est personne. Donc si vous faites ce genre d'intérieur pour tout le monde, personne ne s'y retrouvera. Et je pense que ça, après, c'est le problème qu'on voit dans les banlieues où personne n'arrive à s'approprier son logement et personne n'arrive à éprouver du plaisir, à avoir cette culture du beau et du coup, vit pas dans des conditions les plus optimum. Et donc, Bouchin dit tout le temps, alors il a écrit ça il y a 10 ans quand est apparue l'architecture participative, où on essayait de faire rentrer les gens dans la construction qu'on allait leur promettre. Et il dit, si vous construisez au moins en pensant à quelqu'un, au moins à une personne, forcément, il y a d'autres personnes qui pourront se retrouver dans cette personne-là, donc dans l'intérieur que tu vas construire. Et je trouve ça très pertinent. Archi intéressant. Puis ça fait un peu écho aussi à cette idée du goût pour bien vivre et se sentir vraiment bien. Et donc on peut se dire quand même que quand vous vous intéressez au goût, ce qui est quand même votre quotidien, c'est pas juste pour la validation, la beauté pour la beauté, c'est pour mettre de la valeur dans les choses de tous les jours, les objets qui nous entourent, les moments qu'on va passer heure après heure avec eux. Donc est-ce que pour vous, le goût, ça rend l'existence plus savoureuse ? C'est comme ça que vous le voyez ? Oui, parce que c'est s'attarder sur ce qui nous... Ça, c'est Alain de Botton qui le dit dans l'Architecture du bonheur. C'est s'arrêter sur des objets qui retentissent en nous comme un effet de plaisir, ou s'arrêter sur des objets qui révèlent des qualités humaines que l'on aime, que l'on apprécie. La clarté, la limpidité, quelque chose de très sincère. Donc, c'est vraiment travailler sur le... Avoir du goût, c'est travailler sur ce qui nous rend bien, ce qui nous procure du plaisir et sur ce qui est beau pour nous, quoi, en fait. Oui, et puis moi je pense que ça se travaille le goût. Il y a des pièces et puis ça se raconte. Il y a des pièces qui ne sont pas obligatoirement à première vue. On se dit oui, pourquoi pas. Mais quand on connaît l'histoire, le savoir-faire, tout le processus du designer ou du décorateur à l'époque, c'est hyper intéressant. Donc il faut le replacer dans le contexte. Et souvent ces pièces-là ont une histoire. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi, il faut se méfier des réseaux sociaux parce que ce n'est pas qu'une image. Et souvent, il y a quand même toute l'histoire qui va avec. Et cette histoire-là, elle est hyper intéressante et hyper importante. Non, puis oui, je suis d'accord avec ce qui est dit, et puis sur le goût qui donne du sel à la vie, en fait, c'est ce qu'on voit dans Perfect Days, là, le film de Wim Wenders. Alors quelqu'un qui arrive à apprécier chaque petite chose, qui aime les choses bien faites, qui aime... ça raconte une façon d'aborder l'existence, voilà, oui, bien sûr, c'est avoir du désir pour les choses, c'est être entouré par des choses qui font sens pour soi, ça ne veut pas dire que c'est des choses chères, ça ne veut pas dire que... Oui, voilà, c'est bien sûr, c'est être en vie et typiquement être désirant. Là il y a une chaise, excuse-moi, mais il y a une chaise de Pierre Sala là
Voilà, bon, les gens, à premier abord, ils comprennent pas l'utilité, genre, cette chaise-là, parce que voilà, c'est un homme de théâtre, c'était toute une assise qui était faite pour vraiment, ils faisaient des scénographies pour le théâtre, et aujourd'hui, bon, voilà, typiquement, c'est des chaises qui sont, Pierre Salat redevient là, entre guillemets, à la mode, mais voilà, c'est l'utilité, elle était pas au premier abord de son dessin, c'était vraiment pour que ça soit une pièce théâtrale, voilà. Et donc qui avait une emprise assez importante par rapport à son espace. Marine, tu l'aimes même si elle n'est pas tripoide avec des petites boules? Ça va? Justement, d'un premier abord, je ne sens pas forcément le confort, mais justement, grâce à l'histoire que vient de dire Gilbert, forcément, tu lui donnes une autre âme, un autre aspect qui fait que tu l'apprécies. Magnifique. On va arriver à la dernière question que je pique à Géraldine, qui est sa question un peu mythique. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir du goût? Et vous avez un petit joker pour réfléchir. Je fais un signe à la régie. On va écouter la réponse de grands designers qui ont parlé au micro de Géraldine. Le goût, c'est une radiation plus large que le domaine de son travail. C'est savoir mélanger tout. Tout au même niveau? Tout au même niveau. La carte postale et Rauschenberg. Pour moi, montrer l'invisible. C'est être surprenant, avoir une vraie personnalité qui dépasse la personnalité. C'est vraiment un monde, c'est un univers. Pour moi, avoir du goût, c'est avoir du désir et avoir envie de partager quelque chose, en fait. Ne pas prétendre en avoir. Donc on a entendu dans l'ordre Christian Legge, Marion Mailander, Pierre Jovanovic, Vincent Darré, Pierre-Marie, Rabi Kérouz et maintenant Marine Bonnefoy. J'adore la dernière, c'est Rabi Kérouz, Ouais. du coup, de ne pas en avoir. J'adore. Je dirais développer une sensibilité qui aide à définir le beau et le plaisir pour soi. Génial. Ça, c'est déjà très difficile, parce qu'en fait, savoir ce qu'on aime pour soi, c'est Faire pas dur. une mince question. Ouais, oui, Sans l'imposer aux autres. Sans l'imposer aux autres, en arrivant à s'abstraire aussi. On parle des tendances, on parle des réseaux sociaux, tout ça. Ça serait, là, on est à maison et objet, mais c'est le surmoi, quoi. C'est-à-dire, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que ça empêche de développer sa propre voix à soi, son moi, là. C'est difficile, ça. C'est déjà toute une éducation. C'est de l'éducation, accompagnement, exactement. Et c'est une histoire de confiance en d'affirmation, soi. exactement. De confiance et surtout d'intuition, de faire confiance à ses intuitions. Vraiment, quelque chose de très personnel. Mais je te rassure, je suis incapable de savoir ce qu'il faut pour moi. Par contre, pour les autres, je sais exactement ce qu'il leur faut. Mais vraiment. Donc toi, Gilbert, ce serait une question plutôt d'éducation? Oui, moi je pense que l'éducation, on travaille le goût. Moi, ça fait des années que je fais ça et tous les jours, je suis surpris. Alors pas tous les jours, mais et ça se travaille, ça se partage, ça s'échange aussi. C'est compliqué. On a la chance de pouvoir débattre en France et donc le goût, c'est quand même c'est un vrai sujet. Donc on peut aussi avoir un petit peu son avis, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'écouter les autres et de s'ouvrir à soi. Géraldine, le mot de la fin? Non, moi, justement, tu as dit écouter. Moi, je pense que dans la notion de goût, pour moi, il y a forcément la notion. Alors, ça rejoint ce que je fais dans mon métier. Hein, c'est un petit autoportrait. À chaque fois, les gens, quand ils répondent, à la fin, ça synthétise. On a passé 1h30 à chaque fois. Donc, bon. Mais la notion d'écoute, elle est importante, je trouve. Et même dans vos métiers à vous, d'arriver à, justement, de retranscrire, d'entendre. C'est au moins aussi important que le savoir, même plus, je dirais. Et donc, il y a savoir écouter, ça je dirais ça, et avoir du désir et partager. Moi je serais très alignée sur Pierre-Marie là. Un grand merci à tous les trois pour ces échanges. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, on va vous amener un micro. Si vous voulez demander à Gilbert comment redécorer votre fond Zoom. Ah, il y a une question. Oui, vous m'entendez? Bon, Gilbert a déjà un petit peu répondu, mais Gilbert, je voulais vous demander, après toutes ces années, si vous arrivez justement d'être vraiment surpris, de tomber de votre chaise et de vous dire « Ah là, je ne m'y attendais pas ». Tous les jours, réellement. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'ai des clients tellement différents. Et ce qui fait qu'à chaque fois, déjà c'est un challenge pour moi parce que ça me permet d'aller dans ma bibliothèque, dans mes revues françaises, dans
dans ma bibliothèque, voilà. Et c'est un challenge en permanence. Et quand je sèche vis-à-vis d'un client, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de l'échange avec lui et de pouvoir vraiment... moi, ma priorité, c'est de le satisfaire, mais tout en ayant un échange. Et donc, oui, tous les jours, j'ai des surprises. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que, comme disait Marine, moi, il peut m'arriver de... alors, je ne vais pas sur Le Bon Coin, parce que ce n'est pas obligatoirement une source pour moi, mais d'aller sur des endroits où je vais taper le mot chaise et voilà, et je vais redécouvrir une pièce de Mark Newson ou des choses que j'avais oubliées. Et l'oubli est une vertu, mais pas toujours en tout cas. Et donc pour la beauté, je pense que, en tout cas pour le goût, c'est important de toujours alimenter et voilà. Le chemin, il est vachement important. C'est-à-dire qu'on disait, tu parlais de ta bibliothèque, de tout ça, c'est-à-dire que donc développer d'autres, enfin des chemins de traverse ou des chemins, ça c'est très important en fait, c'est fondamental même. Aujourd'hui, je regarde moi beaucoup le design industriel, des gens qui ne sont pas, qui viennent du milieu de l'automobile, tout ça. Aujourd'hui, j'adorerais moi pouvoir enfermer ces gens-là pendant 2 ans et de faire un manifeste en disant qu'est-ce que le mobilier de demain. Non, mais réellement, c'est-à-dire que prendre un Mark Newson qui malheureusement fait que des bouteilles de champagne aujourd'hui, et bon voilà, alors que c'est un designer très talentueux, prendre des gens mais vraiment très talentueux, les enfermer et de faire un petit manifeste de savoir qu'est-ce que le mobilier de demain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un banc, qu'est-ce qu'une assise, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus cette contrainte-là. Voilà, exactement. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus le design de l'utile, du pratique, du confort, de l'agréable. C'est vraiment, je trouve, beaucoup de gesticulation. Et en architecture aussi, d'ailleurs. Et du coup, est-ce que, parce que ça semble assez magique du coup, mais est-ce qu'il vous est arrivé quand même des fois où ça se passait moins bien, où on n'était pas d'accord et où voilà, où il y a eu vraiment des heurts, des choses un peu plus, un peu moins fluides? Alors, oui. Il les enferme. Oui, c'est arrivé, bien sûr. Il y a des challenges comme ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, moi, j'ai pas de contraintes, de temps non plus, et que c'est ça qui est bien, c'est que je suis avec des clients qui acceptent déjà un petit peu de délai, de choses comme ça, parce qu'on ne va pas au magasin comme ça et on ne va pas répondre à leurs demandes, donc il faut laisser un peu de temps. Et puis, oui, il est arrivé que certains clients, on n'arrive pas à trouver, on met du temps en tout cas. Moi, j'ai des clients, c'est comme un psy, moi, c'est pour ça que je dis ça, c'est que moi, j'ai des clients depuis 20 ans. Et j'ai des schémas. Là, je viens de finir une maison de campagne. Il y avait une pièce, on ne l'avait pas finie. Voilà. Et là, j'ai trouvé la pièce qui, enfin, c'était vraiment. On a fait une énorme fête parce que c'était waouh. On était tellement contents, mais c'était voilà. On a mis du temps. On a encore un tout petit peu de temps justement pour une autre question. Ah, je vois un doigt qui se lève. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai trouvé ça très intéressant ce qu'a dit Marine. Parfois, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avoir son propre goût, mais on sait choisir pour les autres. Et du coup, par exemple, chez soi, on trouve que c'est pas bien décoré, mais on arriverait très bien à décorer chez quelqu'un d'autre. Et ça m'intéresse. Je ne sais pas si vous pouvez encore... Enfin, est-ce que on est normal si on est comme ça? J'espère. Au normal, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Bon, c'est bien si on n'est pas ordinaire, en tout cas. Oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Du coup, la question subsidiaire dessous serait, est-ce que chez vous trois, c'est super bien décoré? C'est catastrophique. C'est cata. En fait, c'est une accumulation d'objets que j'aime, mais qui ne vont pas forcément ensemble, je crois. Je me penche jamais sur moi, en fait. Je suis tellement... on bosse énormément, j'ai des clients super, donc je donne beaucoup pour eux. Et je suis très ravie après que... en fait, je suis ravie de leur faire plaisir, donc je m'oublie peut-être un petit peu. Il faudrait peut-être que je me penche plus sur la question. Mais moi, je suis ravie quand 2-3 ans après, le client me dise ou qu'il m'envoie des photos parce qu'il n'a pas vu le rayon de soleil passer sur tel ou tel mur et qu'il trouve ça magnifique et qu'il est toujours surpris quand, à n'importe quelle heure de la journée, dans sa maison, dans son appartement, il est surpris par ce qui se passe. Ça, c'est vraiment une belle récompense. Donc, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Peut-être que ça viendra plus tard. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, moi, chez moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir un peu de stock et d'avoir voilà, et de pouvoir moduler et de changer régulièrement. Moi, j'ai la chance de faire un effet de saisonnalité. Voilà.
Donc oui. Ah, c'est par saison chez toi. C'est par saison chez moi. Bien. Ouais. Donc voilà, il y a pas. Voilà. Il y a des fêtes à chaque fois. Ah, il y a des fêtes à chaque fois, donc vous êtes les bienvenus. Voilà. Tout le monde est convié. Ça sera cette fois le mot de la fin. Merci à tous pour votre attention. On vous invite à aller voir ou revoir Le goût des autres, réalisé par Agnès Jaoui, dont Géraldine a parlé. Perfect Days aussi, qui peut être sur la liste. Et surtout, à écouter le podcast Le goût de M et à vous plonger dans le goût de Marine et Gilbert via leur Instagram, malgré tout ce qu'on a dit sur Instagram. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.